Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nicolasi, la chaîne qui explore les méandres numériques qui nous entourent. Alors au menu aujourd'hui, on va se régaler. Je vous propose de découvrir avec moi les dérives de l'IA. Bien sûr, je vais parler des dérives que j'ai identifiées moi-même en parlant avec mon entourage. Je ne vais pas parler de toutes les dérives, je vous encourage à regarder d'autres sources pour détecter d'autres dérives, pour avoir votre propre opinion de votre côté. Mais c'est très important de lancer le débat, et aujourd'hui, nous allons le lancer ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle dérive vous a le plus surpris. Aujourd'hui, pas de mots techniques, pas de mots barbares, juste de la rhétorique. La discussion devrait être accessible. Avant d'entrer dans les dérives de l'IA, j'aimerais discuter d'un point que j'ai oublié lors de la dernière vidéo. Il s'agit des versions de l'IA. Généralement, quand on a une version de logiciel, avec un algorithme classique, c'est simple. On fonctionne par itération, on apporte des améliorations, on doit de temps en temps gérer l'obsolescence, on apporte des nouvelles fonctionnalités, on corrige des bugs. Avec le machine learning, la donne est différente. Premièrement, je n'ai pas de programme. J'ai le résultat d'un entraînement avec un jeu de données. Donc ce binôme entraînement-jeu de données, je vous dis qu'il produit des données complètement différentes en fonction du jeu de données, en fonction de l'entraînement. Sans code à ma disposition, donc c'est quelque chose que je vais avoir du mal à maîtriser, à corriger. À part changer mon jeu de données en entrée ou refaire tous les tests pour choisir le bon entraînement, je ne peux pas faire grand-chose. Et du coup, ça a des conséquences sur les versions des machine learning. Et encore une fois, notre rapport avec l'ordinateur va changer. Il y a des choses qui sont en commun, comme la gestion de l'obsolescence, ça oui. Maintenant, correction de bugs, à part changer mon jeu de données, donc trouver tous les jeux de données qui posent problème et les corriger, c'est là-dessus que je vais pouvoir agir. Mais c'est très long et très compliqué. Et en plus, cela ne fonctionnera pas forcément sur mon prochain jeu de données. Nouvelle fonctionnalité, à part étendre mon jeu de données pour avoir plus de génération et pouvoir répondre à plus de questions, je ne vais pas pouvoir faire grand chose d'autre. Et enfin, il y a quelque chose qu'on sous-estime. Dans un algorithme classique, les données et le programme sont dissociés. C'est-à-dire que les nouvelles données arrivent tous les jours et mon programme, le code, est à un autre endroit. Je peux changer l'un ou l'autre sans problème. Les nouvelles données arrivent tous les jours sans impacter mon code. Et cela peut durer pendant des années. Alors cela va dépendre de votre machine learning et comment vous en servez, mais en tout cas, pour tout ce qui est prompt, comme ChatGPT ou le Gemini, vous êtes obligé de refaire un entraînement complet pour chaque nouvelle donnée, et de manière régulière. Sinon, si on fait une nouvelle découverte scientifique, ou si on a des nouvelles connaissances sur une guerre ou quelque chose comme ça, vous n'aurez pas les réponses, si vous ne mettez pas à jour votre modèle. Cela n'a l'air de rien, mais en fait, tout ce que je viens de dire crée une énorme différence. Par exemple, ChatGPT V2 peut très bien vous répondre juste, ce que vous considérez comme juste à une question, mais ChatGPT V3 peut très bien vous dire une connerie. C'est un peu violent, mais c'est exactement ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça qu'après l'effet waouh de ChatGPT V2, les V3, V4 et autres n'ont pas été si impressionnantes. Parce qu'OpenAI a pris beaucoup moins de temps pour peaufiner son modèle. En fait, ChatGPT V2, ils ont travaillé sur des données et ils ont mis plusieurs mois pour sortir le modèle. Ce qui fait que ChatGPT V2 ne pouvait pas répondre aux questions récentes, mais il avait été tellement vérifié, peaufiné, qu'il a vraiment su créer cet effet waouh. Alors que ChatGPT V3 ou V4, tout le monde s'est dit maintenant que OpenAI vous savez faire, vos V3 et vos V4 vont juste améliorer la V2 et la V3 et ainsi de suite. Alors que ce n'est pas un programme, ce n'est pas un code qu'on améliore, c'est un entraînement sur un jeu de données, et à chaque fois que le jeu de données est réentraîné, tout est remis en cause. La vraie révolution des réseaux de neurones, c'est qu'ils changent complètement notre rapport avec l'ordinateur. Avant d'aller plus loin et de parler des dérives, je tenais d'abord à faire un point sur ma vision de l'informatique. J'ai commencé dans l'informatique il y a 20 ans, et il y a 20 ans, j'ai découvert un clivage. D'un côté les gens techniques, et d'un côté les autres. Et pour être honnête, je n'ai jamais vraiment compris ce clivage. En fait, les gens qui sont trop techniques, et qui ne cherchent pas à comprendre les utilisateurs, et qui ne cherchent pas à comprendre leur environnement, m'agacent. Mais les gens qui ne cherchent pas du tout à comprendre la technique, et qui trouvent ça péjoratif, m'agacent encore plus. J'aimerais essayer de réconcilier ces deux mondes. Et je vais vous expliquer comment moi je me sers de la technique. La technique, vous avez vu, sur les 2 premières vidéos qui parlent de l'IA, on l'a décortiquée. Et ce process de décortication de la technique, de comprendre cette technique, m'aide à me projeter, m'aide à gérer des projets, m'aide à discuter avec les gens techniques, m'aide à discuter avec les gens fonctionnels pour savoir si leurs demandes sont réalistes en termes de coûts, en termes de temps, en termes de beaucoup de choses. Ce n'est pas juste une histoire de c'est possible ou c'est pas possible. On peut faire tellement de choses avec l'informatique, mais on a des contraintes. Et il faut savoir respecter ces contraintes. Donc sans connaître la technique, savoir comment respecter les contraintes, c'est impossible. Première des choses. Deuxième chose, il faut savoir parler avec tout le monde. Et enfin, troisième chose, c'est là où je veux en venir pour ces dérives, c'est qu'en comprenant la technique, on voit ses avantages, on voit ses inconvénients, on voit ses possibilités et on voit ses limites. Et aussi, ça nous aide à nous projeter. Et c'est grâce à toutes les vidéos qu'on a faites ensemble jusqu'à présent sur l'IA qu'on peut arriver à sortir des dérives telles que je vais vous présenter. Donc pour moi, le process est tout aussi important que juste de vous fournir les dérives. J'aimerais essayer de vous faire comprendre que si on essaie de comprendre son environnement, on peut arriver à se projeter facilement. Alors à votre avis, qu'est-ce qui peut mal tourner avec ces nouvelles IA ? Cette dérive touche tous les agents IA génériques, c'est lié à leur méthode de fonctionnement. Et ce qui est logique, c'est-à-dire qu'elles vont définir la probabilité la plus grande
elles vont donner cette réponse. Mais elles donnent jamais le pourcentage de probabilité de confiance qu'elles ont, et on va prendre pour argent comptant la réponse en disant c'est la vérité, puisque d'habitude elles me donnent la vérité, donc en fait c'est comme si on déléguait la définition de la vérité à un agent IA. Or, on le sait, dans le monde des humains, dans d'autres mondes à nous, personne ne détient la vérité. Et c'est très important d'avoir des débats, c'est très important que d'autres personnes exposent leur point de vue et fassent évoluer le vôtre. Je ne dis pas qu'il faut forcément prendre tous les points de vue de tout le monde, argent comptant, et à chaque fois se ranger dans un camp. Non, moi je pense que ce qui est mieux pour tout le monde, c'est que chacun ait son propre camp, que chacun soit à même de faire ses propres opinions. Quand vous faites des recherches sur Internet, parce que c'est ce que fait l'IA, l'IA va faire des recherches sur Internet et va vous donner les réponses qu'ils ont les plus suivies. Ça veut dire encore une fois qu'on donne raison à la majorité. Or, on sait malheureusement que la majorité se trompe parfois et autres. Quand vous faites votre recherche sur Internet, vous pouvez tomber sur plusieurs articles différents. Ça vous prend plus de temps, vous lisez plus d'articles, effectivement, vous relisez plusieurs fois les mêmes choses, mais vous avez aussi des avis contraires qui permettent d'ouvrir la discussion, d'ouvrir vos horizons et donc de faire votre propre opinion. Avec ces agents, c'est trop péremptoire. Et on délègue finalement la vérité à l'IA. Et j'ai pas du tout envie de vivre dans un monde où il n'y a qu'une seule façon de penser. La pensée unique, à chaque fois qu'elle a été créée dans des sociétés, ça a amené à des catastrophes. Donc non merci, et je ne veux pas de cette pensée unique. Malgré tous les progrès que l'IA peut faire, elle n'arrivera pas à supprimer totalement les incohérences, et c'est ce qu'on a vu dans les 2 vidéos précédentes qui expliquaient les fonctionnements de l'IA. En tout cas, du réseau de neurones. Et je vais vous donner des exemples. Il y a quelqu'un qui a dit sur la toile, pour rigoler, qu'il fallait mettre de la colle pour faire tenir les éléments d'une pizza sur la pâte, et l'IA l'a répété tout simplement, tout bêtement. Elle va vous conseiller d'aller à pied pour aller laver votre voiture. Alors que si vous n'avez pas votre voiture à disposition pour la laver, je ne vois pas comment vous allez pouvoir la laver. Elle n'a aucune notion de vérité, elle va juste répéter qu'on lui a appris bêtement, c'est comme une bête savante, et elle ne comprend pas du tout ce qu'elle dit. Il y a des chercheurs qui l'ont berné, et c'est très simple de berner une IA, en créant une fausse page sur une fausse maladie, qui disait à l'intérieur de cette page que c'était tout simplement pour la berner les IA, et l'IA a tout simplement pris le résumé de cette page, elle a omis de dire que c'était un piège pour l'IA parce que c'est quelque chose qui, dans son process, n'était pas important. Et on a retrouvé cette maladie dans des rapports d'autres chercheurs qui avaient juste copié bêtement ce qu'avait dit l'IA. Donc, vous allez me dire, mais c'est des erreurs de jeunesse à se corriger. Non, on l'a vu ensemble. Le fonctionnement ne permet pas de corriger ce genre de choses. Et on ne pourra pas tout vérifier, tout ce qu'elle dit. À chaque fois qu'on sortira une nouvelle version, tout vérifier, c'est le serpent qui se prend la queue, c'est infini. Donc non, je ne pense pas que tout faire reposer sur l'IA soit une bonne idée. Nous allons maintenant parler du surentraînement. Et pour les IA, c'est un vrai ennemi. Alors qu'est-ce que le surentraînement ? C'est quand votre jeu de données n'est pas reparti de manière uniforme sur toutes vos réponses et qui va insister sur certains points de votre modèle plus que sur d'autres. Ça va créer un déséquilibre, donc on va augmenter les biais. Alors on pourrait grosso modo comparer cela à des tares génétiques. Si vous restez trop souvent dans votre famille, vous allez augmenter ces tares. Et là c'est exactement pareil. Bon, c'est grosso modo, il ne faut pas non plus faire un amalgame, mais ça y ressemble. Et donc, pourquoi je parle du surentraînement ? Tout simplement parce que l'IA est devenue incontournable de nos jours et de plus en plus de personnes l'utilisent pour générer des pages internet. Or, internet est la source de ces agents IA. Donc cela veut dire que vous allez surentraîner votre modèle avec des données provenant de votre IA. Et ça augmente encore plus les biais. Ça s'appelle l'overfitting en anglais, j'ai traduit ça par surentraînement. C'est quelque chose qui est connu. Toutes les IA ont ce problème-là en machine learning. Et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, sous peine de dégrader grandement votre IA. On est en train de rentrer dans un cercle vicieux. Si l'IA est trop bonne, elle va tout simplement tuer toute concurrence et plus personne n'écrira de nouvelles choses sur Internet. Et si plus personne n'écrit de nouvelles choses sur Internet, ce sera les IA qui vont remplir Internet. Et donc, déjà, premièrement, on va arrêter d'évoluer et on va stagner avec les connaissances qu'on a. J'invente rien, cela a un air de déjà vu. Et après, on va dégrader l'IA et on est en train de tout tuer. Et il se pourrait qu'on crée un gros bordel, excusez-moi pour l'expression. Voici un sujet qui me chiffonne. Donc l'IA, oui, a eu des très bons résultats et on donne l'impression aux gens, en leur mentant, en leur expliquant pas tout, et c'est ce que j'essaie de corriger avec ces vidéos, et on fait croire qu'on a une vraie intelligence. Mais on dit que si on avait plus d'argent, on serait capable de faire une intelligence encore plus forte. Et ils vendent qu'en combinant plusieurs IA, en recalculant un petit peu, en changeant un petit peu le code de l'IA, on va arriver à faire une méta-intelligence. On a vu ensemble qu'il n'y a pas de code, c'est juste un jeu de données et un entraînement. Il y a des gens qui sont en train de prendre beaucoup d'argent pour faire quelque chose qui est très très difficile, ils se targuent d'y arriver, ils vont prendre beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, alors que croyez-moi, je pense qu'on pourrait utiliser ces talents, cet argent, pour bien d'autres choses. Je ne crois pas à la course à la méta-intelligence. Je vous ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué dans ces vidéos comment fonctionnaient les IA. Et je ne vois pas par quel miracle ils peuvent améliorer l'algorithme à l'heure actuelle avec les connaissances qu'on a. En tout cas, je ne vois pas ça possible dans un avenir proche. Alors je sais, j'ai déjà abordé ce thème lors de la première dérive sur la vérité, sur IA, source de vérité. Je pense vraiment qu'il faut traiter les deux choses
de manière différente. Ce que je veux mettre en avant, c'est la standardisation de tout ce qu'on fait. Pour la moindre chose, on demande à l'IA de nous conseiller. Les patrons ont envie que les IA les orientent vers des endroits qui vont les faire réussir. Mais qu'est-ce qu'un succès ? Qu'est-ce qu'un gros succès ? Un gros succès, c'est quand quelqu'un sort quelque chose que personne n'attendait et qui correspondait à une attente très forte. Les IA ne peuvent pas déterminer les nouvelles attentes. Elles vont vous donner les anciennes attentes. Et en fait, au lieu de faire progresser toute l'humanité, on va se retrouver à régresser, à faire tout le temps la même chose. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est qu'on va demander à l'IA de réfléchir à notre place pour qu'on puisse faire plus de choses. Et en fait, c'est l'IA qui va commander nos vies et on n'aura plus le temps pour réfléchir. Ça va tellement aller vite, on veut aller de plus en plus vite, on veut faire de plus en plus de choses par jour. Et moi, j'ai déjà vécu ce genre de choses quand j'étais prestataire. Je faisais trop de choses, j'avais trop de tâches à faire par jour, je faisais les tâches correctement, mais je n'avais aucun recul. Je n'arrivais pas à me projeter et je n'arrivais pas à améliorer les tâches que j'étais en train de faire. Je n'arrivais pas à me poser la bonne question, c'est pour le futur, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et avec ces IA, et c'est paradoxal, on devrait avoir plus de temps pour réfléchir, et comme le monde nous force à faire plus de choses tout le temps, tout est dans l'instantanéité, on se retrouve à prendre de moins en moins de temps pour réfléchir. Et ça, c'est très mauvais pour l'innovation, c'est très mauvais pour nos cerveaux, parce que c'est comme un muscle. Si on ne se sert pas de ce muscle, au bout d'un moment, il devient tout petit. Et avant de pouvoir utiliser ce muscle à sa pleine puissance, on a besoin d'un temps d'adaptation. Et c'est dommage pour le cerveau, parce que si, du coup, on n'a plus l'habitude de réfléchir et qu'on réfléchit mal, on va faire des bêtises. Il y a un dernier point qui me dérange, c'est que du coup, si on conseille de tous faire la même chose, on va acheter tout le temps la même chose, on va créer des méga entreprises, sans concurrence, alors que notre modèle est basé sur la concurrence. Enfin, il y a plein de choses qui me dérangent, et je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller dans cette direction. Les modèles de recommandation, et les agents IA en particulier, sont développés pour ne jamais vous contredire. C'est comme si vous parlez à quelqu'un qui va toujours aller dans votre sens, qui va jamais essayer de vous remettre dans le droit chemin, qui va jamais essayer de vous proposer une alternative, qui va jamais essayer de vous faire réfléchir, qui va jamais essayer de vous aider. Au final, vous avez juste une cour du roi autour de vous. Et je prends l'exemple de la cour du roi parce que je pense qu'il est très parlant, parce qu'un roi, on n'a jamais le droit de le contredire, les dictateurs pareil, on n'a jamais eu le droit de les contredire, et l'histoire nous a permis de mesurer le résultat. Donc ça, c'est le premier côté, mais ça va plus loin. Avec les modèles de recommandation, vous pouvez très bien, à votre insu, vous retrouver dans une théorie du complot. Alors je m'explique. Vous allez regarder un article, vous pensez qu'il est important de regarder plusieurs articles, plusieurs points de vue, et vous regardez un article, vous faites pas gaffe, il y a des aliens qui sont dans le monde. Là, vous emmenez sur un deuxième article, qui lui aussi va être intéressant, et au final, vous avez mis le doigt dans un engrenage qui n'en finit plus. Après, elle ne vous propose plus que ce genre d'article, et vous enfermez. Et vous ne savez pas ce qui se passe autour, vous êtes concentré uniquement là-dessus, sur ces points-là, et vous avez de plus en plus d'articles qui parlent des aliens. J'ai pris alien, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ne tenez pas compte de l'exemple. Ce qui est important, c'est de savoir que, en fait, ces IA de recommandation, surtout sur les réseaux sociaux, vont vous amener à côtoyer des groupes hyper spécialisés, parfois trop spécialisés, et qui vont entretenir un mensonge. Et à force d'être nourri à ce mensonge, c'est un peu comme la propagande, vous allez finir par y croire. C'est le cerveau qui est comme ça. Il y a des personnes qui vont arriver à faire la part des choses, il y en a qui vont pas y arriver, mais je pense que, à force de bourrage de crâne, c'est possible de reconditionner beaucoup de cerveau. Je vais pas dire 100%, mais une grande majorité. Et je m'inclus dedans, je me sens pas supérieur par rapport aux autres, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que c'est important d'essayer de diversifier ses sources et d'avoir plein de contenus différents. Et c'est ce que les IA ne vous font pas. Ils vont prendre la meilleure source à chaque fois, et en fait, on diversifie pas assez ce point de vue, et on n'arrive pas à faire la part des choses. Et c'est connu, il y a des exemples de personnes qui étaient mal dans leur peau, et comme l'IA n'a jamais voulu les contredire, et ben ça les a amenés à avoir de plus en plus d'idées noires, jusqu'à faire un geste qu'ils n'auraient pas dû faire. Donc méfiez-vous, votre IA n'est pas votre meilleur ami, votre IA n'est pas un super conseiller, une IA doit être utilisée à bon escient, doit être utilisée pour vous aider à aller plus vite dans certains moments, mais cela ne vous empêche pas de contrôler, cela ne vous empêche pas de vérifier, cela ne vous empêche certainement pas d'aller prendre des informations d'autres sources. J'ai encore un point à vous remonter sur les agents IA. Qui contrôle l'IA qui est derrière ? Ce n'est certainement pas une institution publique. Et même les institutions publiques, elles peuvent être manipulées. Mais imaginez, pendant 10 ou 15 ans, on a utilisé les IA et elle donnait des résultats très probants. Tellement probants qu'on leur a laissé complètement le contrôle de nos vies. Et que c'est devenu notre seule source de référence. Et si, à ce moment-là, les gens qui contrôlent les IA décident de changer les réponses pour mettre des réponses qui vont dans leur sens, par petites touches, au final, ces gens-là prendront le contrôle du monde. Alors je suis un peu dans le scénario catastrophe, mais je pense qu'on a besoin de réfléchir. Je pense que c'est important de se poser la question et d'ajouter des contrôles, des organismes de contrôle, d'avoir plusieurs IA pour éviter qu'il n'y ait qu'une seule IA qui contrôle toutes les autres, un petit peu comme la nôtre seront. Deuxième point qui me dérange, lié au premier, c'est que la source de ces agents, c'est Internet. Et Internet, avec les usines à trolls, on est capable de l'influencer. On arrive déjà à influencer des personnes. Alors influencer des IA, je vous garantis que c'est encore plus facile. L'IA ne tient aucun raisonnement, c'est une bête savante, on en a déjà discuté avant, et donc c'est hyper facile d'influencer les IA. Donc admettons, déjà j'ai dit admettons, que l'entreprise qui contrôle l'IA nous vole du bien et ne change pas les résultats et ne change pas les réponses dans son sens. Est-ce que vous pensez que certains États vont laisser passer cette opportunité ? Des États spécialisés justement dans la propagande et autres. Je ne pense pas. Alors je vous laisse méditer là-dessus, mais je pense qu'il y a un vrai sujet.
Il y a un point qui me dérange particulièrement, c'est de laisser réfléchir l'IA à ma place. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Pourquoi ? Je connais l'histoire, j'ai vu ce qui s'est passé avec les rois fainéants, qui ne voulaient absolument rien faire et à qui on faisait tout pour eux, et je sais que le corps humain a une particularité, c'est qu'il s'adapte à son environnement. Et cela a une raison bien précise, c'est pour augmenter vos chances de survie. Si vous utilisez beaucoup vos bras, vous allez avoir des muscles dans les bras, et vous allez faire plus de choses avec vos bras. C'est un exemple tout bête, c'est exactement ce qui se passe. Si vous n'utilisez pas un muscle pendant très longtemps, ce muscle-ci va s'atrophier. C'est normal. Ça vous permet de survivre plus longtemps. Donc imaginons qu'on n'ait plus besoin de notre cerveau, puisque l'IA réfléchit pour nous. Notre cerveau va s'atrophier. Et on va avoir des gens qui vont attendre la réponse, la bouche grande ouverte, qu'on leur donne la réponse parce qu'ils ont l'habitude de la voir. Nous avons déjà vécu ça avec les générations Z, qui avaient Internet, qui veulent tout avoir tout de suite, qui ont la réponse tout de suite, qui peuvent zapper comme elles veulent, et on voit le résultat. Alors je dis pas qu'ils sont moins intelligents, non, je dis juste qu'on ne leur a pas appris à réfléchir. Ou en tout cas, on ne leur a pas appris à être frustrés, on ne leur a pas appris à leur cerveau à tourner en boucle pour chercher une solution. Et pour moi, c'est un réel danger. Déjà, ils utilisent des IA, ils sont pas bêtes, pour faire leur devoir à leur place. C'est quelque chose que nous aurions pu faire, si on connaissait quelqu'un, et même si j'avais pu le faire, je me suis toujours refusé à le faire. Je voulais faire mes propres devoirs, je voulais avoir la satisfaction d'être noté pour mon travail, et pas prendre le travail de quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi vous allez à l'école. Tout le monde connaît déjà les réponses. Pourquoi nous passons tant d'années à aller à l'école ? Puisque tout le monde a déjà les réponses. Pourquoi nous faisons des interrogations ? C'est pour nous forcer à faire le travail de notre côté et à montrer qu'on est capable de le faire. On entraîne notre cerveau. Alors, je dis pas qu'il y a que des côtés positifs à l'école, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que le process de réflexion, c'est quelque chose d'important, qu'il faut entretenir et surtout qu'il faut enseigner à nos générations futures. En compilant les dérives précédentes, on se rend compte que l'IA peut amener, dans le scénario catastrophe, à l'arrêt du progrès. Je pense pas réellement que le progrès va s'arrêter. Je pense qu'il va y avoir un ralentissement du progrès. Je pense que des gens originaux, il y en aura toujours, mais qu'en empêchant les gens de réfléchir, on peut amener à un ralentissement du progrès. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que nous n'avons pas déjà une société qui est suffisamment développée ? Mais en tout cas, je pense que ça peut empêcher certaines sociétés de progresser. Il y a des exemples dans l'histoire, je sais que l'histoire est un perpétuel recommencement, qui ont montré qu'avoir une référence trop présente était un vrai frein dans le progrès. Ça a été au début une accélération du développement de la société, mais après, c'est devenu un réel frein. Et on a le droit de se poser la question si l'IA ne va pas connaître le même développement. Ces agents IA me posent un problème. Pourquoi nous cherchons absolument à faire une IA qui est surdéveloppée et qui doit répondre à toutes les questions ? Avons-nous vraiment besoin qu'une IA réponde à des questions basiques ? Alors vous allez me dire c'est un confort. Mais est-ce que ce confort vaut le coup derrière ? Nous avons une pénurie de RAM. Ces IA vont consommer beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Elles vont consommer de l'eau, parce que les data centers, ça consomme de l'eau. Alors je ne suis pas en train de dire que les IA sont toutes nulles et mauvaises, et qu'il ne faut pas le faire. Je suis juste en train de me dire, est-ce que ces agents IA, qui répondent à toutes les questions, qui sont des vrais assistants, valent le coup de ce qu'elles apportent ? Enfin, dernier point, volet militaire. En fait, c'est pas vraiment le volet militaire qui me dérange. On l'a bien vu en Ukraine contre la Russie, les IA apportent beaucoup de choses, mais ne permettent pas d'être décisifs. Par contre, elles apportent beaucoup de souffrance et beaucoup de malheur. Mais ça, c'est comme toutes les armes. On va pas pouvoir passer à travers. Non, moi, ce qui me dérange, c'est au niveau du contrôle de la population. Avec des armes autonomes, il est plus facile, pour une plus petite partie de la population, de contrôler l'ensemble de la population. On voit déjà dans le monde, il y a certaines minorités qui arrivent à contrôler des pays. Et là, je suis en train de me dire qu'avec l'IA, ce nombre résiduel de personnes dont on a besoin pour contrôler un pays peut être diminué. Et je pense que ça peut créer des troubles dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté jusqu'au bout, et ma prochaine vidéo sera consacrée au retour d'expérience que j'ai avec l'IA personnelle, et aussi, je vous expliquerai ce que moi je ferai avec l'IA. Parce qu'à force de taper sur l'IA, vous allez me dire que je n'aime pas ça, mais alors, si, j'aime l'IA, et je pense qu'il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer lors de la prochaine vidéo.